tout le monde, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de l'AFTOC avec Capucine et Anya qui ont accepté donc, de faire cette vidéo avec nous aujourd'hui pour aborder un thème qu'on n'a pas encore évoqué sous la forme de vidéo, qui est l'accueil des enfants qui souffrent de handicap invisible, notamment de TOC, mais peut-être aussi plus largement de handicap à l'école. Et donc pour commencer cette vidéo, est-ce que vous pouvez commencer tout simplement l'une et l'autre par vous présenter? Peut-être Anya en premier. Bonjour, alors je m'appelle Anya. Je suis à AESH depuis 9 ans cette année et j'accompagne des enfants, des élèves en situation de handicap au lycée et au collège, uniquement. Très bien, on aura l'occasion de revenir dans le détail de ton quotidien. Capucine. Et donc je m'appelle Capucine, je suis moi prof de français et de latin au collège depuis 8 ans, ce qui m'a donné l'occasion de travailler avec Anya. Alors, première question pour rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous êtes souvent confronté à des élèves qui sont en situation de handicap d'abord, aussi de handicap invisible et de handicap psychique, et même sous question de TOC? Est-ce que ça vous arrive souvent? Est-ce que ça vous est arrivé? Alors oui, au vu de mon métier, oui, en situation de handicap, plusieurs handicaps possibles, oui. Mais je vous avouerai que TOC, ça fait 2-3 ans que j'ai découvert cette pathologie, je ne sais même pas comment on l'appelle. Et depuis, j'ai accompagné un enfant porteur de cette pathologie l'année dernière en 3e. Et franchement, j'ai appris énormément de choses. Je n'avais aucune formation, donc j'ai découvert ça avec cette personne. On n'a pas le droit de dire les noms et les prénoms. Et je me suis documentée moi-même, toute seule, comme ça, à gauche, à droite, je regardais des vidéos, des tutos. Et c'est que comme ça que j'ai pu, on va dire, travailler avec cet élève-là. Oui, donc des élèves en situation de handicap, j'en ai déjà eu dans mes classes. Forcément, c'est moins systématique qu'Anya, donc c'est le métier à proprement parler d'accompagner ce genre d'élèves. Mais oui, ça arrive, je dirais... peut-être pas un élève par classe, mais au moins un élève par an a des troubles qui nécessitent un accompagnement spécifique. Et en l'occurrence, dans le cas particulier des TOC, l'élève dont tu parles, je l'ai aussi eu plusieurs années en cours. Mais jusqu'à ce qu'on en parle brièvement avant la vidéo, j'avais pas conscience en fait qu'il souffrait entre autres de ça. Alors, question qui peut paraître triviale, mais quels sont vos rôles respectifs justement face à ces élèves qui sont en situation de handicap? On reviendra après sur comment le quotidien s'organise, mais comment vous voyez, vous, votre rôle par rapport à des élèves qui sont en situation de handicap? Mais je vais peut-être répondre d'abord, parce que moi, ça va être plus rapide. Moi, mon rôle, c'est d'être leur professeur, comme pour n'importe lequel des autres élèves de la classe. Donc j'essaye de jouer ce rôle, mais c'est pas toujours facile, pour plein de raisons. Premièrement parce que les handicaps ne sont pas toujours bien caractérisés. Nous, en tant que professeurs, on n'est pas forcément toujours informés avec exactitude des troubles dont souffrent les élèves. D'ailleurs, encore faut-il que les troubles en question soient bien diagnostiqués avant de nous être communiqués. Et donc, moi, mon rôle tel que je le perçois pour ces élèves-là, c'est faire en sorte qu'ils puissent le mieux possible suivre une scolarité normale, mais sachant que je ne peux pas me dédier entièrement à ces élèves-là au sein de ma classe. Et quant à nous, en fait, quant à moi, mon rôle, si vraiment je respectais les missions qu'on me donnait, c'est juste accompagner. Je creuse, j'essaye de discuter avec l'enfant. C'est pour ça que quand on me confie à l'enfant, la première semaine, je ne fais que observer. J'essaye de tâter le terrain et je fais aussi ce que je ne devrais pas faire. Si vraiment je respectais mes missions, prendre contact avec les parents parce qu'on n'a aucune information sur le cas de l'enfant. On nous le confie, vous l'accompagnez, vous avez 10 heures avec lui, placez les 10 heures dans les matières, on va dire, importantes, mais c'est tout après. On ne sait pas comment il est à la maison, est-ce que je dois écrire pour lui, pardon, est-ce que je dois juste réexpliquer, reformuler, rien. Donc du coup, je découvre dans le tas. Voilà. Alors, je vais peut-être anticiper dès maintenant une question que j'avais prévu de te poser plus tard, c'est que
quand un élève se voit attribuer un ou une AESH, donc c'est accompagnant des élèves en situation de handicap, tu ne sais pas, en découvrant l'élève, de quoi il souffre, comment un élève se voit attribuer un ou une AESH. Quelle est la procédure? Ah oui, c'est une longue procédure quand même. Alors la détection, si je peux dire ça comme ça, se fait déjà à l'école. Parfois c'est les enseignants même en maternelle, qui on parle autour d'eux, qui disent qu'il ne parle pas bien, il a un retard de langage, il est ailleurs, il ne joue pas avec les autres. Donc ils en parlent déjà entre eux. Puis l'enfant est reçu quand même par la psychologue scolaire quand il y en a une, l'infirmière scolaire, et c'est qu'après qu'il contacte la famille. Et là c'est une bataille qui commence parce que ça dépend. Soit vous avez la famille qui accepte, qui est d'accord, qui dit ah oui, même à la maison il joue pas avec ses frères et sœurs, ou voilà, avec les cousins il est pas très soit vous êtes face à un bloc, non c'est rien, à la maison il parle, il est bien, etc., alors que c'est tout à fait le contraire. Et suite à ça, si vous avez une réponse positive, si les parents sont coopératifs, et il y a une réunion qui se fait à l'école avec les professionnels de santé. Ah oui, excusez-moi, j'ai oublié aussi que le médecin peut aussi donner son avis, et l'orthophoniste aussi. Donc une fois que vous avez tout ce bilan-là, il y a une réunion qui s'appelle une RESS, où il y a un GVASCO qui se fait, un PAP, projet d'accueil. On viendra un peu plus tard sur les dispositifs. Ouais. Et une fois que toute cette démarche-là est faite, eh ben, la maison de la MDPH interviendra en tant que, on va dire, elle va donner le nombre d'heures requis pour ce cas-là, pour cet élève-là. Mais par contre, c'est tout un cheminement. Oui, c'est long. Mais ce qu'on pourrait dire, c'est que l'attribution d'une AESH, c'est le résultat d'une notification de la maison départementale des personnes handicapées. C'est ça. D'accord. Alors, une question pour prolonger la réponse que tu viens de faire, c'est au quotidien, le handicap invisible, et peut-être même le handicap psychique, il se matérialise comment et quelles conséquences ça a dans la vie scolaire d'un élève? Ça peut occasionner des difficultés relationnelles de l'élève avec les autres élèves. Ça peut occasionner des difficultés scolaires, donc soit parce qu'il y a des difficultés de concentration, soit parce qu'il y a une incapacité à faire certaines tâches, ou alors une lenteur particulière à faire certaines tâches qui fait que l'élève va avoir du mal à s'insérer dans le rythme qu'on a en classe. Voilà les choses principales auxquelles je pense. Et puis, oui, parfois aussi des élèves qui ont du mal à rester en place, que ce soit physiquement ou parce que psychologiquement, il y a des états qui traversent et qui font que c'est compliqué pour elles ou eux de rester assis en classe. Donc, voilà, je dirais, en gros, ça peut être des difficultés relationnelles, des difficultés à faire les activités et des difficultés à suivre le rythme scolaire. Est-ce que ça peut aller jusqu'au décrochage complet, jusqu'à la déscolarisation Déscolarisation, franchement, je ne l'ai pas vu, moi, tout au long de ces 9 années. Par contre, absentéisme, par exemple, oui, énormément d'absentéisme, parce que, en fait, c'est ça. Moi, les difficultés que j'ai pu observer, c'est surtout relationnel. Avec les autres, c'est très, 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 très compliqué. D'accord. Moi, je suis spectatrice parce qu'il y a Capucine qui présente le cours. Moi, je suis comme l'élève, en même temps, je suis l'adulte présente en classe. Et donc, je vois les regards, les petites moqueries, voilà. Est-ce que ça t'arrive, plutôt une question qui est plutôt pour Capucine, au moment où l'année démarre, donc quand tu prépares la rentrée, de savoir que dans les classes que tu vas avoir, il y a tel élève qui a tel handicap? Est-ce que ça fait l'objet d'une procédure qui te prévient? Est-ce que tu es armé justement pour démarrer une année avec des élèves qui sont dans ce cas? Alors, par exemple, si ce sont des élèves qui étaient déjà dans l'établissement l'année précédente et pour lesquels il y a déjà eu un diagnostic et voilà, un accompagnement mis en place, on va recevoir au début de l'année un message de l'infirmière scolaire qui nous prévient que tel élève a telle spécificité et nous donne des recommandations à faire. Et ça se passe dans le cadre de ce qu'on appelle un PAP. Et c'est dans ce contexte-là, ce sont des choses normalement qui sont revues et mises à jour annuellement parce que la situation évidemment de l'élève peut évoluer. C'est pas parce que l'élève était lent en 6e pour l'écriture qu'il ou elle est voué à le rester jusqu'en 3e.
Donc ça, c'est mis à jour et ça fait partie des choses dont on peut être informé en avance et qui nous aident à adapter. Donc par exemple, pour une évaluation, on va pouvoir éventuellement prévoir moins de questions pour tel élève. Aménager. Si on sait qu'il y a des problèmes de temps, on va aussi pouvoir ne pas sanctionner si la graphie est très brouillonne, si on sait que l'élève a des difficultés spécifiques à écrire. Donc voilà, on peut être informé de ça. Tu as utilisé le terme de spécificité, c'est-à-dire que tu sais les aménagements dont il a besoin, mais tu ne sais pas forcément le diagnostic ou le trouble ou le handicap. Non, pas forcément. Pas forcément. Enfin, il arrive qu'il y ait des PAP qui soient accompagnés, par exemple, d'un bilan fait par l'orthophoniste du secteur. Mais en fait, parfois il y a encore des diagnostics à poser. Parfois il y a encore des choses qui n'ont pas bien été identifiées. Et donc, on va pas toujours... c'est même rare, en fait, qu'il y ait des termes médicaux clairs qui soient posés sur les situations des élèves. Après, je pense que nous, on travaille aussi dans un secteur un petit peu particulier où il n'y a pas... si je reprends le cas de l'orthophoniste, il y en a une sur tout le secteur. C'est très long pour nos élèves d'avoir rendez-vous pour faire des bilans. En cours d'année, nous, ça peut nous arriver de repérer que tel élève a besoin de faire un bilan ortho. Ça prend littéralement des mois à être fait. Donc, voilà. Et ce qui vous arrive, alors il peut y avoir deux cas de figure. Soit c'est des élèves dont vous savez qu'ils ont des fragilités ou un handicap, ou alors rien. Et est-ce qu'il vous arrive de repérer des choses je pense que la réponse est oui. Et du coup, à qui est-ce que vous en parlez et qu'est-ce qui se passe ensuite? On en parle en équipe pédagogique déjà, entre professeurs. Si moi je repère quelque chose dans ma matière, je vais communiquer avec mes collègues pour voir si mes autres collègues rencontrent ça dans les autres matières ou pas. Et ensuite, souvent on redirige cet élève vers l'infirmière scolaire. Si besoin, et quand on peut, vers l'orthophoniste pour faire un bilan. Et puis parfois il y a d'autres tests qui sont faits. En 6e, c'est par exemple institutionnalisé qu'il y a des élèves auxquels on fait passer un test pour détecter s'ils ont le profil pour aller en filière SECPA ou pas. Ce test s'appelle le WISC, je crois. Ah oui, donc voilà, ça peut rentrer dans ces procédures-là, mais j'ai en tête un élève que j'ai en 6e cette année, qui a passé ses tests, et vraiment toute l'année, ça fait depuis très tôt dans l'année qu'on a repéré des vrais troubles chez lui, mais pour le moment, on n'a rien de tangible qui nous permette de mettre en place des aménagements. Donc ça prend du temps. Quand ce sont des situations qu'on repère nous, le temps qu'un diagnostic soit fait et que la MDPH puisse mettre quelque chose en place, ça prend beaucoup de temps. Je rebondis sur ce que Capucine vient de dire. Moi aussi, je ne suis pas professionnelle, mais je remarque, je détecte certaines situations. Et quand j'en parle, que ce soit au lycée, parce que cette année je suis au lycée, les professeurs me disent mais si, nous aussi on l'a remarqué, mais les parents sont bloqués, ils ne veulent pas. Donc une fois qu'il y a ce blocus-là, excusez-moi du terme, c'est foutu pour l'élève. On peut rien faire. Voilà. Et il y a un acteur que vous n'avez pas encore mentionné, c'est dans une réponse précédente, c'est les psychologues de l'éducation nationale. Oui. Quand vous repérez des choses qui pourraient s'apparenter à des troubles psychiques, est-ce que c'est un interlocuteur ou une interlocutrice de première intention, ou est-ce qu'ils sont en retrait? Parce que je crois qu'il y a aussi un problème de disponibilité. Ils sont présents à toutes les réunions, donc ils voient les élèves avant même de voir la réunion, donc ils sont quand même au courant, on va dire, avec l'infirmière scolaire, ils sont au courant du dossier de l'élève. Les psy-UN sont présentes dans les établissements, mais malheureusement trop peu d'heures par semaine pour le nombre d'élèves qu'il y a pour que ce soit nos premiers interlocuteurs ou interlocutrices. En plus, ils sont sur plusieurs établissements. Et puis il y a les élèves qui ont des troubles spécifiques, et il y a tout simplement les élèves qui traversent des périodes de mal-être et qu'on a aussi besoin de rediriger ponctuellement vers le ou la psy-UN. Donc en fait, dans les réunions, un peu officielles que tu mentionnais, ces personnes vont être présentes, mais malheureusement, il y a une pénurie en fait. Il faudrait que ces personnes soient là à plein temps dans un établissement scolaire pour qu'on puisse vraiment s'appuyer sur elles pour faire progresser ces dossiers.
Au quotidien, comment est-ce que vous collaborez ensemble quand voilà, tu t'occupes d'élèves que Capucine a en classe et comment est-ce que s'orchestre la collaboration entre les professeurs et les AESH? Alors, quand on a la chance de travailler avec une professeure telle que Capucine, donc il y a un bon dialogue, donc on se complète en quelque sorte. Moi qui est tout le temps près de l'enfant, de l'élève, donc je sais en quoi il peut exceller en quelque sorte, où est-ce qu'il faut réduire, donc j'en parle. Et donc par exemple, je peux dire à Capucine, là franchement, si tu pouvais retirer les 3 derniers, enfin un dernier exercice, si tu peux. Voilà. Après, moi, à ma manière, je reformule, j'essaye de changer juste, de trouver des synonymes plus simples pour la compréhension. Quand il y a une bonne entente, il n'y a aucune raison pour que ça se passe mal, au contraire. Et on peut aussi essayer, par exemple, si je sais que j'ai une évaluation qui est prévue dans la semaine, même si c'est 1 heure où normalement la ESH n'est pas là, je peux essayer de voir si on peut changer l'emploi du temps pour que la ESH soit là, si je sais que ça va vraiment être une aide précieuse pour l'élève. Donc on essaye de s'organiser comme ça. Alors une question, à l'instant T, tu suis combien d'élèves et en général quand on t'attribue, enfin quand tu es attribué à un élève, c'est pour quelle période? Pour combien de temps plutôt? Là, en ce moment, j'accompagne 3 élèves au lycée, donc 2 en seconde et une élève en terminale. Quand on nous confie un élève, c'est jusqu'à ce que il y a une période, enfin il y a un dossier, le dossier MDPH, il faut le renouveler toutes les 3 ans, enfin les 4 ans. Et pour toute cette période-là, ici, la maison de la MDPH pense qu'il faut prolonger, je continuerai avec cet élève jusqu'à ce que voilà, il ait le bac. Voilà. Là, tu es une élève depuis 7 ans. Je suis une élève depuis la 6e et elle passe le bac cette année. Il y a une question qui me paraît fondamentale, qui a déjà été un peu évoquée, c'est le rapport avec les familles. Alors là, il y a 2 positions qui sont un peu différentes, parce que Ania, on peut supposer que si tu accompagnes un élève, c'est qu'il y a eu un dossier MDPH et donc les parents étaient quand même ouverts. Capucine, peut-être que toi, ça t'arrive de détecter des choses, enfin, et de devoir se retrouver devant les parents. Comment se passe cette communication-là? Et sous question, tu as déjà aussi un peu répondu, c'est est-ce que vous trouvez en général de l'écoute et une forme d'acceptation ou plutôt un déni? C'est dur de généraliser, mais ouais, en tant que professeur, quand on repère des troubles, déjà comme je le disais tout à l'heure, ça met quand même du temps, parce qu'il faut confirmer en équipe que voilà, il y a vraiment quelque chose à faire remonter. Ensuite, il faut arriver à voir les parents, il faut arriver à leur faire entendre certaines choses. Ça peut mettre du temps. Et certains parents se refusent à employer à entendre certains termes. Des termes aussi que nous on manie avec précaution, parce qu'en fait on n'est pas des professionnels de santé, on est des professionnels de l'éducation. Donc moi je me risquerais pas à dire votre enfant est porteur d'un trouble autistique. Jamais je dirais ça, même si j'ai des suspicions. Donc voilà, quand on détecte des situations, ça va vraiment dépendre de la famille, quoi. Même dans les situations qui sont identifiées, dont voilà, tout le monde est d'accord pour dire que ça nécessite un accompagnement, et que l'accompagnement est effectivement mis en place, il y a quand même parfois une difficulté des familles à entendre certains termes. Question, dans le cadre scolaire, quand il y a un dossier MDPH qui est fait, qui le fait? Ça nécessite la collaboration de beaucoup de personnes et c'est rarement les parents qui sont, c'est pas les parents qui sont aux manettes on le voit, ça. Souvent les gens ont du mal, c'est pas si on sait pas trop quoi demander, comment ça se passe, donc c'est pas ça. Donc l'école est quand même très présente dans la constitution, la détection, la constitution, tout ce qui s'ensuit. Une fois que l'enfant, l'élève a son dossier MDPH, automatiquement c'est la maison de la MDPH qui détermine le nombre d'heures d'accompagnant de cet enfant-là ou de cet élève-là. Et est-ce que ça détermine aussi les types d'accompagnement? Parce que j'imagine que, comme ça a été fait de façon collégiale, il y a des recommandations, il faudrait tel aménagement. C'est écrit explicitement dans la notification MDPH? Moi, ce que j'ai pu voir, c'est lorsque... les recommandations que j'ai pu voir, quand j'ai le droit de les voir, c'est exactement ce que l'orthophoniste a mis dans son bilan. Ça veut dire écrire pour l'élève, il ne peut pas écrire plus de 5 minutes, reformuler. Voilà, c'est en quelque sorte,
la MDPH suit ce que recommande l'orthophoniste. D'accord. Voilà. Alors, on entre dans une autre catégorie de questions. Là, c'est un peu plus ciblé troubles psychiques. C'est comment est-ce que tu adaptes ton enseignement et toi, Ania, ton accompagnement pour des élèves qui ont un trouble psychique? Il faut beaucoup de compréhension, enfin de patience. Surtout. Il faut réussir aussi à instaurer un climat de bienveillance au sein de la classe pour que voilà, l'élève se fasse bien accepter par ses pairs. Et puis, nous, il faut qu'on arrive à distinguer les moments où l'élève est réellement en capacité de travailler, où on peut vraiment lui demander quelque chose, des moments où c'est trop difficile, parce que, comme je rappelle, que du coup, la ESH est vraiment pas présent tout le temps avec l'élève. Donc, il y a des heures de cours qui sont perdues en quelque sorte, d'un point de vue scolaire en tout cas. Après, si l'élève est là, que l'élève n'est pas en souffrance dans la classe et qu'il n'y a pas de conflit, c'est déjà ça. Donc, adapter son enseignement pour un élève qui a un trouble psychique, c'est, moi je pense, en premier lieu, c'est faire en sorte qu'il y ait un climat de classe qui permette à l'élève de se sentir bien dans la classe. Et puis ensuite, il y a toutes les recommandations précises que je peux suivre, qu'on me donne, s'il faut au moins le faire écrire, etc. Et ensuite, c'est juste aussi apprendre à se connaître et puis voir ce dont l'élève est capable selon les différents moments. Je pense que toi, tu disais, tu gères beaucoup cet aspect-là, psychique, émotionnel. On en parlait avant l'arrivée. Ça dépasse un petit peu, ça dépasse ce que tu serais censé faire stricto sensu, mais... Parce que je ne suis pas formée pour. Et j'ai trouvé une tactique, donc ça veut dire avant même l'entrée en classe, je prends la température avec l'élève, je discute quelques minutes avec lui ou avec elle, est-ce que ça va, je vois est-ce qu'il ou elle est contrarié. Donc déjà, je tâte le terrain. Si je vois que l'élève est pas bien fermé, j'évite de rentrer en classe. On reste un peu dans les couloirs, on papote jusqu'à ce que la température la situation se calme. Mais après, quand on se connaît avec l'élève, évidemment c'est encore mieux quand on se connaît avec la famille, mais on peut vraiment arriver à emmener les élèves loin. Et tu vois, même géographiquement, moi je suis déjà partie en voyage scolaire avec une élève qui avait quand même des troubles présents, que tu connais très bien, et juste on a fait en sorte qu'il y ait un accompagnateur de plus dans le cadre du voyage scolaire pour que quelqu'un puisse rester avec elle s'il y avait besoin, et ça s'est vraiment bien passé. Alors oui, il y a eu des moments où effectivement il a fallu que quelqu'un reste avec elle toute une après-midi au lieu de faire une visite, mais en fait si on s'est organisé pour, qu'on connaît l'élève, qu'on sait que ça peut arriver, et en fait on peut faire plein de choses avec ces élèves-là. Je pense que c'est important de le dire, c'est quand même un message d'espoir. Un autre point très important et qui est très remonté dans les groupes de parole par les parents, c'est la relation entre les pairs. C'est que, on sait, alors là aussi ça va être difficile de généraliser, mais dans ce que vous constatez, est-ce qu'on est plutôt dans la compréhension? Est-ce qu'on est plutôt dans la stigmatisation? Est-ce que vous intervenez devant tout le monde pour expliquer comment est-ce que ça marche? Ça peut faire beaucoup de dégâts. Je pense au TOC avec des moqueries qui peuvent être qui peuvent être terribles, qui peuvent faire que l'élève ne veut plus venir, ne vient plus. Qu'est-ce que vous constatez et qu'est-ce que vous mettez en place s'il y a des choses à mettre en place? Moi, pour ma part, au lycée, ils sont un peu plus grands, on va dire un peu plus matures. Franchement, c'est vrai que, on va dire en seconde, c'est vrai que les élèves sont un peu... face à certains agissements, certains comportements, c'est vrai qu'ils sont un peu, ils sursautent, mais une fois qu'ils ont compris, j'interviens énormément. Je sais que normalement, je n'ai même pas à le faire. Quand je vois, oui, combien de fois j'ai dû voir un petit groupe pour leur dire, tu vois, lui, il ne fait pas exprès, imagine si c'était ton frère. Mais vraiment, je vais comme une maman. Ils ont à peu près l'âge de mes enfants, donc j'interviens vraiment. Imagine si c'était ton petit frère ou ta petite sœur. Vraiment, j'essaie de les amadouer. Et franchement, ça se passe bien. Mais sans ça, c'est vrai qu'ils peuvent être très moqueurs, très pénibles. Au collège, c'est quand même plus compliqué. C'est un âge très difficile. C'est pas rare que ces élèves-là passent des années compliquées. Au moins une ou deux années compliquées au collège.
peut y avoir des vrais problèmes relationnels. Des vrais problèmes relationnels. Et donc là, comme pour tous les élèves, avec un œil particulier bien sûr, mais en fait quand même comme pour tous les élèves, on veille à ce qu'il n'y ait pas de harcèlement caractérisé qui soit mis en place. Évidemment, si on voit que ça démarre, on intervient, mais ça peut être difficile. Ouais, ça peut être difficile. Selon vous, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place à l'école? Pas forcément des choses très compliquées, évidemment. C'est pas forcément avec l'AFTOC qu'on va tout résoudre, mais pour mieux sensibiliser les élèves, là je parle des autres élèves, à la réalité du handicap invisible et notamment du trouble psychique. Clairement, la sensibilisation, c'est le nerf de la guerre. Enfin, il y a des interventions qui sont faites sur les sujets du harcèlement, sur les sujets du sexisme, sur les violences sexuelles. Donc je pense que le champ de la santé mentale, il reste encore à l'amener au sein de l'école, notamment auprès des jeunes élèves qui peuvent manquer de maturité, qui peuvent être dans des âges où il y a tellement besoin de se conformer au groupe que si quelqu'un sort justement du lot, cette personne va être visée, moquée, etc. Donc je pense qu'intervenir en milieu scolaire, faire de la sensibilisation, ça peut vraiment aider. On y travaille. La difficulté étant que si on parle des troubles psychiques, il faut réussir à le faire de manière globale et que sinon le message est dilué. Si les associations qui parlent de la bipolarité, le TOC, il faut réussir à faire ça de manière globale. Et est-ce que, alors, Ania t'a répondu, le personnel éducatif, que ce soit les AESH, les professeurs, ont eux-mêmes aucune sensibilisation? L'éducation nationale vous donne des outils là je pense aux troubles psychiques, mais non, pas du tout. Non, pas du tout. Et ce serait vraiment utile. Enfin, je sais que nous, dans l'établissement dans lequel on a travaillé ensemble, on a eu il y a quelques années une formation sur les violences faites aux enfants. Je pense que ça a vraiment changé ma manière d'enseigner, mon regard, ma capacité à détecter certaines situations. Une formation que j'ai reçue il y a 6 ans, je m'en sers encore aujourd'hui. Donc c'est certain que si je recevais une formation sur les troubles psychiques, ça m'outillerait grandement. Alors, un peu dans le prolongement, selon vous, quels sont les grands défis de l'inclusion justement des élèves qui souffrent de handicap invisibles ou de troubles psychiques? Vaste question, mais là sur votre ressenti, c'est sensibiliser, former les professeurs qui sont vraiment au premier plan et surtout nous former nous. Je pense que, et c'est très bien que ce chemin ait été emprunté, il y a la volonté de rendre l'école plus inclusive, donc c'est-à-dire que on agit, je pense, ça fait pas non plus une éternité que j'exerce ce métier, mais ouvert les portes de l'école à des élèves qui auparavant en étaient rejetés, c'est bien, c'est une première chose, mais maintenant il faut vraiment nous former pour nous permettre de les accompagner efficacement et respectueusement aussi, parce qu'en fait si juste les élèves sont là et qu'ils souffrent en classe, le risque de décrochage est très important. J'avais une dernière question, parce qu'on a évoqué beaucoup de choses. C'est qu'est-ce que vous auriez envie de dire à des parents dont l'enfant souffrirait d'un handicap invisible, plus particulièrement psychique, pour qu'il réussisse au mieux sa scolarité? Est-ce qu'il y a un message? Je conseille vraiment, mais vraiment, vraiment vivement aux parents d'écouter ce que ce soit l'école ou les professionnels de santé disent. C'est après coup qu'il faut réagir. Mais il faut vraiment écouter. Ne jamais bloquer, c'est pas aider votre enfant. Voilà. Oui, Ania a parfaitement raison. Et c'est vrai que dans tout le temps de cet échange, quand on a évoqué les réticences que les parents pouvaient avoir, c'est pas du tout... il n'y a pas de jugement de notre part. Et voilà, et puis c'est des temps d'échange qui sont quand même assez brefs. On n'a pas forcément toujours le temps de vraiment avoir des longues discussions, etc. Mais tout comme Ania, j'encourage vraiment les familles à avancer dans le diagnostic et dans le fait de bien nommer et bien comprendre ce dont leur enfant est atteint, parce que ensuite ça permettra de mieux accompagner et donc de trouver les bonnes solutions pour que la scolarité de l'enfant se passe mieux, parce que ça peut tout à fait correctement se passer. Oui. Même si je pense qu'il faut pas se leurrer sur le fait qu'il y a des années difficiles à traverser, que notamment les années collège peuvent être difficiles à traverser, comme elles peuvent l'être pour des enfants qui sont pas neuroatypiques, voilà. Mais voilà,
bien diagnostiquer, bien travailler avec les professionnels de santé. Et nous, on constate pour le TOC que souvent le chemin se fait en plusieurs temps. C'est-à-dire que nous, c'est pas rare du tout qu'on voit en groupe de parole des parents qui sont encore un peu sonnés parce que voilà, le personnel éducatif du collège a dit voilà, ça pourrait ressembler à ça, qui dans un premier temps le prennent pas bien, mais après ça fait son chemin, ils sont plus attentifs à des signes, ils vont voir des associations et notamment nous et là ils mesurent vraiment l'impact que ça peut avoir, la gravité, parce que comme tu as dit, c'est un vrai trouble psychique, le TOC, on en souffre, ça a des conséquences dans la scolarité, dans la vie plus tard, et donc c'est rarement d'un coup, c'est l'expérience que j'ai, mais bon, c'est vrai que je suis content que vous ayez donné ce message, qu'en effet être à l'écoute des signes, de ce que peuvent dire, parce que c'est jamais gratuit quand vous voyez des choses, voilà, pour que vous en veniez à alerter les parents, c'est qu'il y a une raison, qu'il y a une souffrance chez l'élève que vous voyez, donc j'appuie ce message maintenant. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Non, merci de faire avancer ces questions. Je pense qu'en milieu scolaire, voilà, il y a encore beaucoup à faire, mais la porte est ouverte et plus on travaille ensemble, famille, professionnels de l'éducation professionnelle de santé, mieux ça sera pour ces élèves-là et ça sera mieux pour les élèves en premier lieu, mais ça peut aussi être enrichissant pour le collectif et les autres élèves. Donc, bien sûr. Merci beaucoup Ania, merci beaucoup Capucine pour votre temps, pour vos réponses. Merci à vous.